Messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je pars du principe que oui. J'ai plaisir à vous accueillir en qualité de président de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. À ce webinaire, j'ai envie de dire que l'actualité nous impose. En effet, que ce soit en matière d'emploi, d'accès aux soins, de charge mentale, la pandémie que nous avons vécue, que nous vivons encore, a aggravé les inégalités préexistantes entre les femmes et les hommes. Cette pandémie a réduit les progrès accomplis en plusieurs décennies. Ce constat, accompagné de préconisations, a fait l'objet d'un avis du Conseil économique, social et environnemental. Son titre, Crise sanitaire et inégalité de genre. En 4 mots, la problématique est posée. Le sujet est d'importance en effet et il mérite débat. Ainsi, la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine et la Mutualité française Pays de la Loire organisent cette table ronde en ligne. 3 experts sont conviés tant le thème est large. Madame Dominique Joseph, vous êtes secrétaire générale de la Mutualité française et aussi et surtout, je dirais, pendant cette heure et demie, vous êtes présente en votre qualité de conseillère au Conseil économique, social et environnemental. Madame Violaine Lucas, vous présidez l'association Choisir la cause des femmes. Vous avez succédé à la tête de cette association à une grande dame, Gisèle Halimi, je tenais à le souligner. Enfin, docteur Gilles Lazimi, vous êtes médecin généraliste et ancien membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je précise à ce stade que l'ensemble des participants auront la possibilité de questionner nos experts tout au long de nos travaux via la bulle QR questions-réponses à votre disposition sur l'application Zoom. Un temps sera dédié aux réponses à celles-ci en fin de réunion. Pour une meilleure efficacité de notre part dans le tri et le regroupement de vos questions, merci aussi et surtout d'être aussi concis et précis que possible dans la formulation de ces questions. En préambule, je voulais dire que depuis 70 ans, la cause des femmes, la santé des femmes est une préoccupation constante au sein de nos mutuelles et par conséquent de notre mouvement. De l'accouchement sans douleur au début des années 50, en passant par notre soutien à la contraception, aux lois sur l'avortement, à la PMA aujourd'hui, les combats n'ont pas manqué et demeurent d'actualité tant nous savons bien que ces acquis sont fragiles et qu'il convient sans relâche de les conforter. Oui, cette crise sanitaire nous en apporte une preuve patente s'il en était besoin. Quelques mois seulement ont conduit à des reculs que l'on compte en décennies s'agissant des droits des femmes. D'où ce webinaire qui se veut en appui à l'avis du CESE, avis rendu par Dominique Joseph et Olga Trotsiansky. Alors sans plus attendre, je me tourne vers vous, Dominique Joseph. Un avis, un rapport du CESE, ce n'est pas rien. Alors Dominique, le constat est-il aussi alarmant ? Merci, merci Monsieur le Président, merci cher Jean-Louis, bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que oui, le constat est alarmant, tout comme, je veux dire, la situation où les inégalités femmes-hommes, sans parler d'être contexte alarmant, mais en tous les cas, on savait bien avant la crise, et un certain nombre de rapports le démontraient, qu'on n'était pas encore complètement à l'égalité, à l'effectivité de l'égalité des droits femmes-hommes. Donc, un constat alarmant, oui, tout comme la crise, de toute manière, sanitaire, économique, sociale, a eu déjà des effets immédiats graves, alarmants, et tout comme les conséquences aujourd'hui, même bien qu'on n'arrive pas à toutes les imaginer, on sent bien, et le nombre de rapports nous le disent et le démontrent, que les conséquences sont
sont graves. En ce qui nous concerne, nous, sur l'avis du CESE, si je voulais répondre à la question pourquoi la DDFE, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du Conseil économique, social et environnemental sur la fin de sa mandature a souhaité produire un avis, eh bien, c'est bien parce que nous avons eu conscience dès le début de la crise et par des images un peu chocs que de toute façon, les inégalités femmes-hommes allaient se creuser. Ça a d'abord été un pressentiment et c'est passé à la conviction quand nous avons regardé ce qui se passait. Donc, et on a analysé les éléments sous plusieurs axes. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les axes et peut-être y aura-t-il des questions précises, mais on a souhaité nous intéresser. On n'a pas été les seuls ou les seuls au CESE à s'intéresser à ces questions-là. Le Haut Conseil à l'égalité l'a fait aussi. Aujourd'hui, on a un rapport de la Haute Autorité en santé, on a un avis de l'ONU. Enfin, c'est vrai que la question des femmes dans cette crise et des conséquences pour les femmes de cette crise a été analysée par nombre d'actrices et d'acteurs. Et on a souhaité les analyser sous 4 axes parce que ça fait système. On ne peut pas déconnecter. Vous parliez, Monsieur le Président, de la santé. Pour nous, mutualité, puisque j'ai la double casquette, c'est vrai que c'est notre viseur, enfin, on met vraiment le zoom sur la santé des femmes, mais la santé des femmes, et leur bien-être a été bousculé. Moi, je n'y reviendrai pas. C'était le premier axe de notre avis du CESE. On s'est interrogé sur l'articulation des temps de vie. On s'est interrogé sur l'impact socio-économique de la crise sanitaire sur les femmes et on s'est aussi interrogé, ou du moins on a été percuté par la place des femmes dans les instances de gouvernance. Quand je dis qu'on a été percuté, c'est bien parce qu'on ne voyait pas ou très peu de femmes. Alors, il y avait les médias, mais dans tous les comités d'experts, dans tous les comités de défense, dans celles et ceux qui prenaient la parole à titre d'experts, normalement d'expertes sur les sujets liés au départ à la crise sanitaire, les femmes étaient quasiment pas visibles, invisibles, alors même qu'elles étaient dans les premières de cordée, comme le président de la République les a appelées. Pour poursuivre, Dominique, Joseph, quelles sont les principales problématiques que vous avez mises en exergue, celles qui vous ont particulièrement interpellé? Je sais qu'elles sont nombreuses, mais disons celles que vous mettriez au premier plan. Alors, celles que je mettrai ce soir au premier plan, parce que je sais que d'autres vont être mises en avant. Nous, c'est l'impact dans les secteurs professionnels. Ce qui nous a marqué et ce qui nous marque encore, mais qui était déjà dans l'actualité, c'est que des grands secteurs qui emploient majoritairement des femmes ont été percutés de plein fouet par la crise, pour 2 raisons. Soit parce qu'au moment du premier confinement, et la reprise d'activité a été longue, les métiers de service, par exemple l'hôtellerie, les métiers d'accueil, les métiers de la vente, tous ces métiers-là, tous ces secteurs, il y a eu une fermeture du jour au lendemain et on peut comprendre les raisons du confinement et des fermetures. Et là, des emplois très féminisés. Donc, de suite, mais que vont devenir ces femmes et les emplois de ces femmes? Ensuite, dans les métiers, si je prendrai aussi le focus des métiers du lien, de l'accompagnement et du soin. Métiers aussi, secteur très fortement féminisé et qui là était, comme on l'a dit, de plein fouet sur la prise en charge des personnes touchées par la crise sanitaire. Et la question, c'était, mais comment s'organisent-elles et comment peuvent-elles s'organiser, sachant qu'en plus, ce sont des métiers dont on sait que ce sont des métiers sous-valorisés, sous-reconnus. Ça, c'est le premier. Ensuite, on a eu une question, et ça fait le lien, avec ces femmes, comment font-elles pour s'organiser? Là, on est dans tout ce que je vous ai cité sur des métiers non télétravaillables, des métiers qui se tiennent en direct. On s'est posé la question, mais comment font ces femmes pour assumer l'école à la maison?
Et la question de l'école à la maison nous a fortement, je dirais, intéressés, enfin préoccupés, tant pour les femmes dont les métiers qui n'avaient plus d'emploi. Il y a aussi une intersectionnalité avec la précarité dans les emplois que je vous ai cités sur le commerce, le service. Et pour les femmes qui, elles, pouvaient travailler, soit les femmes dans les soins, par exemple, ces emplois non télétravaillables, mais aussi pour les femmes qui télétravaillaient, ça a été très soudain, comment assumer l'école à la maison. Et ça, c'est là-dessus, on a bien noté, par exemple, sur l'école à la maison, puisqu'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, de possibilités de prendre des congés de maladie. Il y a eu du travail à temps partiel, mais les femmes ont été majoritaires à utiliser, je veux dire, ces dispositifs. Ça veut bien dire qu'elles ont mis de côté, elles ont fait un pas de côté quant à leur activité professionnelle. Et ça, c'est là-dessus, on s'est aussi interrogé sur les effets, quand je vous parlais de l'axe santé, bien-être et articulation des temps de vie, la question de la santé mentale, la question du burn-out, qui n'est pas qu'un mot à la mode, avec les effets très durs sur les problèmes de santé mentale, l'aggravation des troubles. Et majoritairement, les femmes ont fait valoir plus de symptômes, plus de mal-vivre, je vais le dire comme ça pour être très simple, que les hommes 6 mois après, dans une enquête qui a été faite 6 mois après le début du confinement. Et enfin, c'est ce qui nous a marqué, même si ça paraît un petit peu décousu, c'est qu'on a encore constaté, c'est ce que je vous disais au début, dans les instances de gouvernance, pas de femmes. Pas de femmes. Alors, la raison, comme ça. Donc, quand on a interrogé au CESE lors de nos auditions de la délégation, des chercheuses, des épidémiologistes, des économistes, des expertes, la réponse, mais assez simple, assez naturelle, qui est venue de la part de ces femmes, eh bien, parce qu'on s'interrogeait pourquoi on ne les voyait pas, eh bien, elles nous ont dit, quand il faut assurer l'école à la maison, le suivi des enfants, qu'on n'a pas d'espace pour télétravailler de façon très confortable à la maison et qu'il faut s'inquiéter pour celles qui en ont de nos aînés ou des personnes que l'on aide, on fait passer le travail ou l'intérêt de notre travail après. Et ça a été vraiment très percutant. Et ensuite, on a eu d'autres images. Alors, je ne vous parle pas des… Alors si, les plateaux télé, ça, c'était quand même… Et c'est ce qui nous a un peu, vraiment, je vais me permettre de le dire, même si je le dis avec un léger sourire, ça nous a plus qu'exaspéré, ça nous a mis en colère. Je ne sais pas si tout le monde a eu ce réflexe-là, j'imagine que oui, pour nombre d'entre vous, messieurs, ou non, mais on ne voyait que des hommes. Alors, voilà, on ne voyait que des hommes. Et le pire, la cerise sur le gâteau, vraiment qui nous a vraiment mis en colère, et d'où toutes les préconisations que nous avons formulées, c'est quand on a commencé dans notre société française à s'intéresser et le monde d'après, puisqu'il y avait cette interrogation à partir du mois de juillet, août, septembre et le monde d'après, puisqu'on commençait à sortir de la crise sanitaire, mais on n'avait pas tous les leviers pour en sortir. Une des interrogations premières a été et après, comment ça va se passer après? Je peux vous dire que la une d'un journal, il est sûrement, excusez-moi, mais très parisien, mais on aurait pu en reprendre d'autres, on aurait pu prendre des hebdomadaires. Eh bien, une de journal où à la question, que sera le monde d'après, voir en une 4 photos d'hommes et pas une seule femme, je vous confirme que ça nous a beaucoup interrogé sur la place des femmes et cette nécessaire, je veux dire, lutte, encore, y compris encore plus en temps de crise, eh bien, pour donner leur juste place ou aller interroger les femmes et les rendre visibles dans tout ce qu'elles peuvent apporter, tant dans la réponse immédiate à la crise sanitaire, mais aussi économique et sociale. Et là, ça a été, on s'est dit, c'est sûrement ça, c'est un des points
y compris tous les renoncements aux soins, tout ce qu'on a pu noter sur les violences, mais je n'y vais pas, je sais que le docteur Lazimi va en parler, qui nous a fait vraiment afficher ces 30 ans de recul et avec des vraies inquiétudes quant à ces stéréotypes qui ne changent pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a des problèmes, eh bien, on a cette approche on a ce sentiment, mais qui n'est pas un sentiment, un réel recul par rapport à tout ce qui avait pu, tous les droits ou toutes les avancées obtenues pendant de nombreuses années. Merci, merci, merci Dominique. Donc effectivement, vous avez commencé à y faire allusion. Les conséquences transverses sont particulièrement importantes. Et c'est vrai que tous les acquis auraient donc fondu. Vous dites 30 ans. La Fondation des femmes va jusqu'à 100 ans. En une petite minute, Dominique, un mot là-dessus, rassurez-nous, parce que c'est absolument terrifiant. Alors, je pense qu'on ne va pas discuter entre les 30 ans ou les 100 ans. Je crois que c'est pas l'enjeu, il n'est pas celui-là. Mais oui, c'est terrifiant. Enfin, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour une société qui est notre société française, pour laquelle la lutte pour les droits des femmes, l'égalité des droits femmes-hommes, on savait bien que ce n'était pas complètement acquis. Mais et je le prends de façon très à plat, quand on est dans le cadre d'un quinquennat où le président de la République et tous les pouvoirs, tous les politiques ont affiché l'égalité femmes-hommes comme étant l'axe prioritaire, on se dit, comme Simone de Beauvoir, ah ben, il suffira d'une crise, qu'elle soit d'une crise ou d'une guerre pour pour assister à un recul des droits des femmes. Et c'est un exemple, voilà, cette crise a été cet exemple-là de la citation de Simone de Beauvoir pour dire que dès qu'il y a une crise, une guerre, eh bien, même si c'est affiché et il y a une vraie conviction politique, les faits sont têtus, les résultats des crises ou des guerres sont têtus et ce sont les droits des femmes, et parce qu'il y a aussi un cumul avec les précarités, avec des situations précarité, soit familiale, soit sociale, soit économique. Et là, on peut y rajouter la précarité sanitaire pour que les droits des femmes reculent. Merci Dominique. Et donc, je vais me tourner vers le docteur Gilles Lazimi. Docteur, vous êtes médecin. Oui. Si je puis dire, vous êtes au front, hein, soit confronté à des situations de crise directement, soit à des confidences dans le cadre de la relation singulière que vous entretenez, que vous pouvez entretenir dans le cadre médecin-patiente. Donc, dans ce domaine précisément, docteur, des violences faites aux femmes, avez-vous constaté de votre côté une augmentation, une aggravation? Et si oui, avec quelles causes et quelques conséquences, et quelles conséquences? Voilà, si vous avez une dizaine de minutes pour nous parler de ça en toute tranquillité. Je vais répondre à votre question, mais un peu plus tardivement. Juste démarrer par vous dire que je suis donc médecin généraliste au centre de santé de Romainville, en Seine-Saint-Denis, que je suis membre de SOS Femmes et du collectif Féministes contre le viol, et que je me suis intéressé aux femmes victimes de violences parce que pendant longtemps, je les ai suivies sans le savoir, et j'avais des patientes que je ne comprenais pas, qui présentaient énormément de tableaux cliniques. Et ces tableaux cliniques, je ne comprenais pas, je ne les soignais pas correctement parce que je ne leur posais pas la question des violences. Et dès l'instant où j'ai commencé à poser la question des violences, j'ai pu faire le lien, j'ai pu m'intéresser aux véritables causes des problématiques qu'elles posaient, car quand on ne peut pas parler des violences qu'on subit, c'est le corps qui parle. Et on verra, ça peut atteindre un grand nombre de problématiques de santé mentale, de santé physique, de santé gynécologique. Et donc ça traite, c'est vraiment tout un éventail. Juste rappeler que les violences, c'est pas un phénomène nouveau, et ils existaient avant le confinement. Malheureusement, ils existeront après le confinement. Et donc, on va juste resituer un petit peu les violences conjugales. C'est à peu près 220 000 femmes en France, d'après les études. Et ce sont des violences physiques ou sexuelles qui sont comptabilisées. On ne compte pas les violences verbales et psychologiques et les violences économiques. Et si on comptait toutes ces violences, ça ferait près d'1 million de femmes qui sont victimes de violences
en France de violences conjugales et près de 2 enfants par couple, ce qui veut dire que ça fait beaucoup de monde. Heu, la 2e chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, l'ONU a fait un rapport, en septembre 2021 sur le monde entier. Donc la situation de la France n'est pas une situation différente des autres pays et près de 31 millions de cas de violences sexistes dans le monde ont été, notifiés. 7 millions de grossesses non désirées. Donc c'est un recul aussi important sur les mutilations et sur les mariages forcés. Je veux juste revenir sur la France et vous dire, France ou monde, les violences conjugales touchent tous les milieux, quels qu'ils soient, toutes les professions. C'est important de le rappeler et de ne pas le cantonner aux situations des femmes précaires. En tous les cas, les femmes sont à 90% les premières touchées par les violences conjugales et ça, il est important de le dire et il est important de dire aussi qu'elles sont touchées par des violences dans leur travail, dans la rue et que ça a une force importante et ça va impacter leur vie. Alors pour répondre à votre question sur le confinement et les hommes violents, ce n'est pas le confinement qui rend les hommes violents. Les hommes étaient déjà violents, mais le confinement va être utilisé par eux comme encore un argument supplémentaire ou une pseudo-excuse pour pouvoir violenter leurs femmes et leurs enfants. Donc on a 2 situations pendant ce confinement rencontrées. Ce sont soit des femmes qui sont victimes de violences et qui vont prendre conscience que leur conjoint est violent, ou soit des femmes qui, vont révéler des situations de violence, heu, alors qu'elles préexistaient déjà auparavant et donc c'est vraiment, important parce qu'il y a ça va amener un niveau de tolérance différent et on va voir quelque chose d'intéressant quand même. On va voir que des voisins vont enfin prendre le téléphone et enfin, exprimer leur intolérance aux violences. La société, notre société est très tolérante aux violences faites aux femmes, de moins en moins, mais elle l'est encore un peu et confinement, ça c'est un effet positif. D'un seul coup, le voisinage commence à s'élever contre ces violences. Donc qu'est-ce que ça signifie pour ces femmes, ce confinement? Ça veut dire être 24 heures sur 24, isolé avec son agresseur, face à face permanent, impossible de sortir, interdit de quitter le domicile, des menaces permanentes, des violences verbales, psychologiques, violences économiques aussi. Et ça, je vous dis, dans la stratégie de l'agresseur, c'est un élément qu'il va rajouter à sa hotte, hein, à tous ces arguments qui justifient ces violences. Et donc là, ça va permettre aux femmes de peut-être de conscientiser un petit peu ce qui se passe. Donc, nouvel argument et justificatif de l'agresseur. Alors, le travail à domicile et le télétravail, et on a vu que les espaces n'étaient pas les mêmes, et encore plus dans un espace confiné, dans un espace où l'homme est violent, il prend toute la place, il prend tout le lieu, et en plus, avec l'école à la maison, on a vu en mars-avril, à quel point c'est difficile d'avoir des enfants 24/24. Mais là, c'est les enfants, l'école à la maison et cet homme violent. Et on pourra faire un parallèle, on parlera des inégalités sociales de santé. On sait aussi que dans des espaces confinés, dans des petits espaces, des espaces surpeuplés, eh ben, c'est un argument qui va être utilisé encore par cet agresseur. La situation financière, bien évidemment, le chômage avec une réduction des revenus, ça va jouer aussi. La menace du Covid, c'est aussi des arguments qui vont être utilisés et pour la victime, être victime de violence, bah, c'est très difficile, c'est perdre son estime de soi-même, sa confiance, avoir honte, avoir peur pour soi, avoir peur pour ses enfants, être dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe, être dans la méfiance, dans la crainte des autres et là, pour la victime, pas de répit. Pas de possibilité de s'échapper. Mars-avril, ça a été terrible pour ça, parce que ces femmes-là qui pouvaient venir nous voir n'avaient pas la possibilité de venir. On leur a dit: «Ne quittez pas le domicile, n'allez surtout pas voir un médecin, restez chez vous» et ça a été dramatique pour ces femmes et difficile d'être sur l'ordinateur quand il y en a un, ce qui n'est pas le cas de tous les foyers et de pouvoir parler des violences. Alors sur les violences, conjugales, juste pour vous donner quelques petits chiffres, être victime de violences conjugales, par exemple, c'est un risque relatif d'avoir 5 fois plus de pathologies psychiatriques, 2 à 3 fois plus de dépression, 25 fois plus de risques de suicide, des conduites à risque, des abus de substances aussi,
2 à 4 fois plus. Grossesse non désirée, c'est 5 fois plus. C'est pour ça que c'est très important, les mesures qui ont été prises sur l'IVG, dont on reparlera tout à l'heure. Fausse couche, c'est 8 fois plus le risque relatif. C'est majeur. L'IVG, c'est une IVG sur 4 est en lien avec des violences qu'elles subissent à la maison. Donc, c'est des données très importantes qu'il faut avoir en tête. Et puis, bien évidemment, plein de pathologies médicales, de douleurs, de fibromyalgie 4 fois plus, de céphalée, de colopathie fonctionnelle. C'est pour vous dire que sans confinement, le risque est multiplié et pendant le confinement, il va y avoir une cristallisation et on a permis à ces hommes violents d'avoir une plus grande violence envers elles. Donc c'est très important et on a pu voir 30% de signalements en plus pendant le premier confinement, 40%. Heureusement, ont été mis en place des numéros, le 114, des SMS, très bien, des permanences dans les pharmacies, très bien, même si elles n'ont pas été très utilisées, mais c'était important d'élargir, mais surtout plus d'intervention des voisins et une police qui était disponible. Et ça a été très important. Mais paradoxalement, augmentation des signalements, mais moins de plaintes, car on ne pouvait pas porter plainte, les commissariats étaient fermés. Mais quand même, ça a été un moment très fort. Et puis, on a pu voir aussi une diminution des féminicides. Donc ça, c'est intéressant quand même. C'est intéressant cette année-là. C'est intéressant pendant le premier, deuxième confinement. On a pu voir que ça a réduit le nombre de féminicides en 2020, mais on est en train de voir que là, ça remonte encore. Donc le travail, il faut le continuer. Et il y a des effets pervers du confinement. Il y a des effets positifs puisqu'il y a eu une politique qui a été très importante et qui a permis de réduire. Et quand on a des politiques fortes, eh ben, ça joue et ça peut permettre d'améliorer les choses. Donc ça a été un défi majeur et il faut que ce défi, il soit suivi des faits. Les faits, c'est la protection des victimes. Et là, dans les recommandations du CESE, il faut qu'il y ait des hébergements sécurs. Il faut qu'il y ait des moyens pour les associations spécialisées, car on ne peut pas envoyer une femme et ses enfants au 115 dans un logement social seul. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des pénalisations des auteurs et il faut qu'il y ait une prise en charge médicale et psychologique et que les soins soient gratuits pour le psychotraumatisme, ce qui n'est pas le cas. Et il faut qu'il y ait suffisamment de professionnels qui soient formés. On a vu avec 3919 qu'on est passé, on a augmenté de plus de 100 000 appels. C'est passé à 24-24, ça va passer bientôt à 24-24. Donc ça, c'est essentiel, mais il faut qu'après, il y ait et le soin et les réseaux. Et il serait très, très intéressant que la mutualité, qui est déjà très engagée, le soit encore plus, pour être, je veux dire, un maillon fort de la création de ces réseaux de professionnels et d'associations qui puissent prendre en charge ces femmes et bien sûr ces enfants, car il est très important de ne pas oublier les enfants et surtout de dire aux professionnels que c'est facile d'accompagner les femmes victimes de violences, qu'on a tous un rôle à jouer, voisins, professionnels, et qu'il faut les croire, les accompagner et qu'il faut faire avec elles, car on ne peut accompagner une femme victime de violence que si on fait avec elle et si on l'aide à prendre ses décisions. On ne prend pas les décisions pour elle. Donc ce confinement, ça a été une augmentation des signalements, je ne pense pas des violences, mais c'est très important qu'on s'en empare et que clairement les politiques publiques soient fortes pour protéger ces femmes et ces enfants et faire en sorte que ces conjoints violents soient évincés. Juste une chose, on a des réponses aux questions qu'on pose et à tous les professionnels de santé et autres, si vous voulez aider une femme victime de violence, posez-lui la question de savoir si elle est victime de violence et dites-lui qu'on peut l'aider et qu'il y a des réseaux qui se mettent en place pour les accompagner. Voilà, merci. Merci, merci infiniment, docteur. Vous voyez, comme on l'évoquait, les soucis que vous avez avec vos cordes vocales n'enlèvent rien à la force de votre message et à la conviction de votre discours. Je me tourne désormais vers Violaine Lucas. Vous voyez, le constat, il est quand même clairement posé par Dominique Joseph, par le docteur Lazimi. Une fois de plus on avance, plus j'ai envie de dire qu'il est consternant. Violaine Lucas, qu'en est-il des autres pays européens, puisque c'est un sujet sur lequel vous vous êtes penché très précisément.
Est-ce que vous pouvez dégager un peu de positif? Est-ce qu'il y a quelques bonnes idées quelque part, quelques bonnes pratiques? On vous écoute avec attention. Merci beaucoup et merci beaucoup de votre invitation. C'est, d'abord, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir, présenter un peu notre travail et de tenter d'apporter des réponses, avec le travail européen que nous avons mené. Vous avez rendu hommage à Gisèle Halimi, effectivement, qui est, fondatrice avec Simone de Beauvoir, de notre association, si bien que la phrase sur, «Il suffira d'une crise pour que tous nos droits, s'effondrent», retentit ou a un écho chez nous particulièrement, puissant. Mmh. Et de fait, depuis, 2005, nous travaillons sur un projet d'harmonisation par le haut des droits des femmes dans l'Union européenne, j'en parlerai tout à l'heure. Et quand on observe un peu ce qui se passe en Europe, pour répondre plus précisément à votre question, nous, les sources que nous avons, au-delà de notre réseau d'associations qu'on essaye de contacter le plus souvent, on a, 3 grandes sources, en fait, d'informations, qui sont d'abord le Parlement européen, dont on a vu qu'il a émis une directive, enfin une résolution pour essayer de sensibiliser à la question des droits des femmes dans l'Union européenne dans la période de la crise. On a également l'Institut européen pour l'égalité, EDGE, alors EDGE, je ne sais pas, EIGE, mais Institut européen pour l'égalité, je vous invite à aller voir parce que c'est extrêmement intéressant. Cet institut établit notamment un indice d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne. Et alors, à titre d'indication, donc la moyenne européenne, c'est 67,9. Cet indice, ça va de 0 à 100 et la moyenne européenne est donc de 67,9, mais il y a des pays dans lesquels, alors l'idéal, c'est quand on est à 100, à l'indicateur 100, c'est-à-dire, par exemple, quand on aura atteint l'égalité parfaite, le meilleur en Europe, c'est 83,8 pour la Suède, et puis il y a les plus bas qui sont aux alentours de 50, donc il y a encore de la marge mais, de progression. Mais on sait que la crise sanitaire, et c'est ce que le Parlement européen a montré, et ce que l'Institut européen pour l'égalité montre aussi, on sait qu'effectivement tout ce que vous avez dit est confirmé et que les analyses vont venir avec notamment l'Institut européen pour l'égalité femmes-hommes qui va produire le 28 octobre prochain vraiment précisément une étude très, renseignée, statistique, sur comment se sont creusées ces inégalités entre les femmes et les hommes. Il faudra suivre ça. Ces indicateurs-là seront extrêmement intéressants parce que, on a tendance à se dire: «Bon, finalement, en fonction des pays, peut-être que les disparités ne sont pas, pareilles, peut-être qu'il y a eu des éléments, qui sont un peu différents» et en réalité, on se rend compte que les reculs se font dans tous les domaines, dans tous les pays et qu'il n'y a pas des particularités locales ou qu'il n'y a pas des choses qui, voilà, qui seraient liées à des cultures qui seraient prétendument différentes. En fait, la domination masculine et le principe du patriarcat qui a été exacerbé par cette crise sanitaire, il agit, semble-t-il, un peu de la même façon. Alors, il est difficile, la dernière source, pardon, et c'est sur celle-ci que je m'appuie le plus, c'est le Conseil de l'Europe qui a produit notamment, on peut trouver ça sur leur site aussi, des analyses justement des bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre dans les différents pays membres du Conseil de l'Europe, qui dépassent donc les membres de l'Union européenne, puisque ça englobe 47 pays. Mais c'était très intéressant à regarder parce que c'est aussi des pays voisins, comme la Turquie notamment, et d'autres pays qu'il est intéressant d'aller voir pour voir aussi comment ça s'est passé de leur côté. Alors, ce qu'on voit, et alors j'aimerais vous dire qu'il y a eu des bonnes pratiques, et qu'il y a des raisons d'espérer. Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais vous convaincre pour autant, parce qu'en fait toute cette enquête est renseignée par les pays eux-mêmes qui énoncent les dispositifs, qu'ils ont mis en œuvre pour, essayer de lutter contre ces inégalités. Et on retrouve les grands domaines qui sont ceux, que vous avez évoqués, Dominique, et Gilles, avant moi, et que, le CESE, évoque. Et on voit que tout le monde a effectivement la même perception des enjeux, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est l'orientation politique prise par les politiques qui sont menées dans les différents pays. Et alors que toutes les politiques se présentent comme des solutions ou des choses idéales, on se rend compte qu'il finalement, il y a des manques ou que finalement, il y a des choses qui ne sont pas traitées, révélant les priorités politiques des différents États, membres en tout cas du Conseil de l'Europe. Alors à titre d'exemple et dans les choses intéressantes, moi que j'ai pu relever, hem, notamment en Belgique, on a vu, c'est ce que vous évoquiez, Gilles Lazimi, le rôle
et ça se retrouve dans différents pays, mais là j'ai vu particulièrement l'exemple de la Belgique, des polices locales dans certains secteurs qui vont décider d'avoir un rôle proactif pour aller à la rencontre des femmes qui sont venues porter plainte dans les 3 mois précédant le début de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'avec les travailleurs sociaux avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, les fonctionnaires de police vont aller à la rencontre de ces femmes et leur demander comment ça se passe. Donc cette attitude très proactive, elle n'est pas partout répandue en Europe. En Belgique, elle est liée à quelques polices locales qui le font. Et cette question-là, concernant les violences, ou en tout cas cet exemple-là, est assez intéressant. On a, par exemple, on a vu que c'était l'occasion pour certains pays de créer des grandes campagnes extrêmement parlantes, comme par exemple à Chypre, une campagne qui a été menée par la commissaire à l'égalité femmes-hommes, qui s'intitule « L'ennemi de votre vie a un visage et se trouve à l'intérieur de votre maison. Ne le laissez pas vous blesser à nouveau, mentalement et physiquement. Prenez votre vie en main. » Et là, on voit qu'il y a toute une communication très forte, très puissante, qui auparavant n'avait pas existé et qui tout à coup, parce qu'on sent qu'il y a cet état de crise particulier et qu'il faut agir, que sur cette question des violences, des pays vont passer tout à coup à un degré au-dessus dans la communication, avec des mots forts, avec des mots qui s'adressent directement aux femmes et qui leur apportent un message d'espoir ici. Je trouve que prenez votre vie en main, même si ce n'est pas facile à entendre, même si ça semble comme ça un peu facile en même temps, c'est bien. Et ça a eu un écho très fort. Les lignes téléphoniques à Chypre ont été très sollicitées pour accueillir justement un certain nombre de témoignages. Donc ça, c'est le premier point, les violences. Sur la question du travail, pratiquement tous les pays européens, et c'est normal, c'est dans les compétences européennes les plus évidentes, en tout cas, la question du travail avec les aides, les compensations, etc., sont pensées globalement. La question dont vous avez parlé, ce que vous avez évoqué, Dominique, notamment, sur comment est-ce qu'on va concilier les temps de vie et notamment le sort laissé, le sort fait à la formation professionnelle, c'est-à-dire qu'éventuellement dans l'évolution de carrière, etc. Alors ça, c'est passé complètement à l'as de partout. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de formation professionnelle nulle part pour accompagner les femmes particulièrement. Sur la question de l'éducation et de la famille. Alors là encore, coloration très politique. On a, par exemple, en Italie, tout un programme qui va s'appeler, une task force qui va être créée, qui va s'appeler Femmes pour une nouvelle renaissance. Et dans le dispositif, sont abordées la question du travail, la question des violences, et puis enfin tout un pan de leur programme qui s'intitule donc Femmes pour une nouvelle renaissance et qui donne un rôle profond à l'éducation et à la famille, et qui dit les hommes comme les femmes doivent participer à l'éducation des enfants. Et dans ce temps de crise, alors il propose des tas de choses pour comment je peux m'occuper de mon enfant à destination des hommes comme des femmes, qu'est-ce que je peux faire comme jeu éducatif, comment je peux aider la scolarisation, etc., avec la volonté d'impliquer les hommes davantage que ça ne s'est fait jusque-là. Mais il y a tout ce qui manque. Alors, pardon, je vais un peu vite. Il y a la question de la santé. Ça n'est pas traité forcément partout, mais la question de la santé intervient de temps en temps. Mais si je prends l'exemple de l'Italie, il n'est jamais fait mention, en tout cas dans ce qui a été rapporté au Conseil de l'Europe, il n'est jamais fait question de la question de l'IVG. Or, on sait qu'en Italie, même si la loi autorise l'avortement dans certains contextes, il est extrêmement difficile d'avoir accès à un avortement. Et sur ça, le plan ne dit rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien sur le recours à la contraception, le recours en cas d'échec de la contraception à l'IVG, comment ça se passe pour l'IVG médicamenteux, etc. Rien n'est dit. Donc ça, c'est un premier manque qu'on va voir dans beaucoup de pays, en fait, ou dans certains pays dont on sait finalement que ça les arrangera de ne pas poser cette question-là et de développer d'autres propositions sans jamais évoquer la question de la santé sexuelle et reproductive. Ça, c'était sur les éléments un peu de comparaison, donc travail, violence, famille et éducation, la question de la santé. Moi, dans les autres éléments qui me semblent vraiment oubliés à l'échelon européen, c'est la question à l'intérieur des dispositifs, la question des violences sexuelles et particulièrement la question de l'inceste. C'est-à-dire qu'on entend très peu parler de la question de l'inceste dans toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans les différents pays. Or, précisément, en période de crise sanitaire, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, on parle beaucoup
des agressions sexuelles éventuelles, enfin un petit peu moins, mais des violences ou les agressions sexuelles à l'intérieur de la famille et dans le cadre familial, c'est-à-dire la question de l'inceste, elle n'est jamais abordée. Or, dans le confinement, dans le renfermement, l'enfermement de la famille sur elle-même, il est évident que plus que jamais, quand on connaît ces problématiques de l'inceste, et de la dimension au-delà de la pathologie ou des pathologies, alors je parle sous le contrôle du médecin, mais au-delà des pathologies ou des comportements, qui sont ceux de prédateurs sexuels qui sont vraiment dans un comportement pathologique, il y a aussi, ces agresseurs qui vont se mettre à agresser des membres de leur famille simplement par, opportunité. Parce que c'est là, l'enfant est là et qu'il est là disponible pour satisfaire un besoin sexuel dans le cadre de cette, relation, familiale ou de la famille. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est complètement impensé parce qu'on ne trouve ça dans aucun pays. Voilà, alors après, il y avait d'autres exemples, intéressants. Bon, l'Allemagne ne mentionne rien sur la santé reproductive, même si j'imagine qu'il y a quand même eu des choses, mais là encore, c'est parlant. Je ne parle pas des pays dans lesquels l'avortement est interdit, où là, évidemment, là, il n'est fait aucune mention et aucun progrès et aucune évocation de la question de la contraception. Mais je pense qu'on en reparlera, tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre, davantage. Dans les raisons d'espérer, alors parce qu'il y en a, c'est, comme, je l'ai peut-être déjà un peu, évoqué, on en a parlé, quand on préparait, ce webinaire. Dans les raisons d'espérer, en tout cas moi que je vois, c'est que, si on a reculé de 30 ans, de 50 ans ou de 100 ans, et je rejoins et on parlera tout à l'heure de l'éducation, ce que vous disiez Dominique Joseph sur, la question des images et le rôle dans l'éducation notamment. Hem, on a reculé beaucoup sur les droits des femmes. Par contre, on a beaucoup avancé sur les usages numériques. C'est-à-dire qu'en un an de crise sanitaire, les spécialistes disent qu'on a gagné 10 ans sur les usages numériques. Et de fait, tout le monde s'y est mis, c'est-à-dire ce soir, nous en sommes encore une illustration, on ne faisait pas de webinaire avant la crise sanitaire. C'est-à-dire on n'avait pas cette capacité à communiquer comme on le fait ce soir, à échanger, et on le faisait encore moins, peut-être, à l'échelon européen ou à l'échelon international. Or, ce que je constate, c'est qu'en réalité, il y a de plus en plus de diffusion et d'usage numérique qui permettent de faire dialoguer les femmes entre elles et les associations féministes notamment entre elles. Et c'est une grande chance parce que je pense que ces usages numériques font dialoguer aussi les générations entre elles. Et que c'est très important parce que la dynamique portée par la jeunesse, qui a été la grande oubliée également, en tout cas au niveau en France, mais peut-être aussi dans les autres pays, mais la grande dynamique féministe portée par la jeunesse, elle dialogue avec des femmes et des féministes d'autres générations. Cette dynamique, elle est, moi je la sens très puissante, hein, je le vois avec un webinaire auquel je participais hier soir sur la mobilisation et la journée de grève organisée le 1er juillet en soutien aux femmes turques, avec la sortie prévue par Erdogan de la Turquie, de la Convention d'Istanbul, qui est la Convention pour l'élimination des violences de genre. Voilà, il y a une mobilisation et des mobilisations qui nous donnent des raisons d'espérer. C'est-à-dire que on peut espérer que toutes les femmes, quels que soient les milieux sociaux, les usages qu'elles ont du numérique, elles ont moyen, en fait, de rencontrer, de connaître, de voir qu'il existe des réseaux, des éléments, en fait, dans lesquels le numérique devient réellement un allié, des femmes, puisque c'est aussi ces politiques-là qui ont été parfois, développées. Voilà, j'espère ne pas avoir dépassé mon temps de parole. Merci, merci, merci infiniment, Violaine. Je crois que oui, on vous écouterait tous les trois pendant de longs moments. Bon, le chronomètre tourne pendant ce temps-là, donc vous aurez l'occasion de reprendre la parole, bien entendu, un peu plus tard et de poursuivre. Merci infiniment. Donc, maintenant, je reviens vers Dominique. Dominique Joseph, comment sortir de ce mauvais pas, Dominique? Bon, on ne peut pas en rester là. Parce que j'ai envie de dire, au-delà des constats, ce rapport, c'est quand même un cri. Et vous avez bien entendu des attentes, mais vous avez aussi des pistes. Alors quelle solution à court et moyen terme, Dominique?
Oui, c'est un cri et c'est surtout des préconisations. Et je vais essayer de les rattacher, voilà, mais assez très rapidement à ce qu'ont dit le docteur Gilles Lazimi et Violaine Lucas. C'est 18 préconisations, notre rapport. Et comme le disait à l'instant Violaine, c'est 18 préconisations. Alors sur les 4 axes, hein, santé, bien-être, l'articulation des temps de vie, l'impact socio-économique et la crise, enfin les femmes dans la gestion de crise, c'est aujourd'hui ces 18 préconisations et je suis comme Violaine, moi et Gilles, c'est-à-dire qu'on a des raisons d'espérer parce qu'elles sont partagées, elles sont portées et qu'il y a, c'est vrai, une vraie synergie. Au moins la crise aura apporté cette chance-là, voilà, je vais le dire comme ça, c'est de donner aux actrices et aux acteurs, à toutes les associations, à tous les hauts conseils qui ont produit des rapports. Alors là, je vais parler de la France, mais alors l'optimisme, il vient aussi du côté de ce qui se passe en Europe, même si on sait qu'il y a, malgré tout, comme vous l'avez dit, vraiment des approches différentes, mais ça donne au moins de l'énergie pour continuer à porter les 18 préconisations. Moi, si je voulais retenir par rapport à ce qui a été dit, et puis peut-être pour les participantes et participants, je vais essayer simplement de dire que dans nos préconisations, je ne vais pas vous les réciter les 18, vous pouvez les trouver sur le site du CESE, mais dans le domaine dans les domaines qui ont été cités, qui sont ceux de la santé, des violences et aussi des modalités d'accueil, de l'ouverture, enfin de l'attention particulière pour enregistrer les plaintes, pour aussi trouver des solutions immédiates, eh bien, dans une des préconisations, c'est la cinquième du premier axe, c'est que tout ce qui a été fait, ce que nous préconisons au CESE, c'est que toutes les dispositions qui ont été prises pour favoriser l'accueil, dans des lieux autres que les lieux habituels, pour favoriser le numérique, le développement de numéros d'appel, mais aussi qui ont étendu en matière de droits reproductifs et sexuels, c'est-à-dire tout ce qui est délivrance en pharmacie, par exemple, de la contraception, le délai sur l'IVG, on propose que ça soit en pérennisé. Voilà, par exemple, c'est une des... Et en ce qui concerne les violences, c'est pour agir contre les violences faites. Alors, on met un focus très fort dans nos propositions sur les jeunes femmes et on a ouvert un peu sur les jeunes hommes et les jeunes LGBTQI parce qu'il y a aujourd'hui une extension des violences sur ces populations-là. Pour nous, c'est une vraie alerte. Et par exemple, voilà, on fait une préconisation, c'est la 6, hein, par exemple, sur la formation des professionnels, de tous les professionnels, y compris les polices municipales, tous ceux qui sont petite enfance, école. Voilà, ça c'est un peu sur les 2 axes que vous avez cités. En ce qui concerne la campagne, on demande aussi une grande campagne nationale, même si on en a fait beaucoup en France, de vraiment, comme à Chypre par exemple, de reprendre cette notion par les pouvoirs publics, hein, de lancer une campagne nationale je dirais, de sensibilisation à toutes les violences, toutes les formes de violence. Sur les métiers professionnels, tout ce qui est professionnel, métier. Alors déjà, nous, on a un sujet, peut-être on n'en a pas soulevé là, mais c'est celui en France de la culture des données genrées. Que ce soit en termes d'observatoire de l'emploi ou des futurs emplois, de la réalité, de ce que nous, des évolutions, des conséquences de la crise, il y a des enquêtes, il y a des sorties des chiffrages, mais pas de chiffrage. Les chiffrages ne sont pas genrés. C'est-à-dire que quand on déclare, par exemple, alors là c'était avant la crise, mais dans les cadres des transitions, par exemple de métiers, qu'on dit qu'il va y avoir des métiers qui vont être créés dans le numérique ou dans l'écologie, par exemple, qui pourraient être des sujets sur lesquels ou des métiers vers lesquels on fasse de la formation professionnelle pour les femmes justement qui perdent leur travail. On ne sait pas donner le nombre de femmes, le nombre d'hommes, et de ce fait, quand on est incapable de rendre visible, eh bien, ça passe aux oubliettes. Enfin, j'emploie ce mot-là. Hein. On n'a pas le réflexe de cibler la formation vers ces métiers-là. Dans tout ce qui est économique pour nous, ce qui nous a parfaitement marqué, c'est que dans le plan de relance français, l'aspect femme
il n'apparaît pas. Et on demande tout simplement que sur les 100 milliards, il y en ait 10 milliards qui soient tracés sur la formation, la reconversion, la revalorisation des métiers féminins, fortement féminisés, pas les métiers féminins, mais fortement féminisés, et qu'on ait là vraiment un effort qui soit produit. Sur le logement, moi j'en vais apprendre qu'un autre. Le docteur Gilles Lazimi faisait référence sur tout ce qui est aussi situation logement, pas que d'urgence, la suite. On a les accueils d'urgence et après, pour ces femmes qui subissent des violences, pour ces jeunes qui subissent des violences, bien pour nous, c'est ou qui perdent leur... Enfin, voilà, c'est en lien avec la précarité et avec les personnes aussi migrantes et toutes les personnes à la rue, c'est de créer un fonds mutualisé qui prennent vraiment un fonds national mutualisé pour de garantie collective et qui prennent en charge le dépôt de garantie et le cautionnement, par exemple. Voilà, ça, ce sont des préconisations très pratico-pratiques que l'on porte. Et on porte également dans tous ces domaines-là, c'est aussi, je vous le disais, tous ceux liés aux aspects de parité obligatoire. Alors ça, c'est plus dans la gouvernance. Il faut remettre le métier sur vraiment l'ouvrage sur le métier plutôt pour insister sur ces questions-là. Mais dans nos 18 préconisations, elles font système en fait. Et on espère qu'elles vont aussi, et c'est pour ça qu'on voilà, on les porte, hein, mais avec d'autres, pour que, y compris au niveau européen, on puisse faire converger. Parce que ce qui nous inquiète beaucoup, comme vous l'avez dit, alors sur la santé, on pourrait parler de la santé mentale, on n'a pas trop parlé de l'impact. Je ne sais plus, peut-être que c'est vous, Violaine ou Gilles, qui a parlé de violence au travail. C'est vrai que la mise en place du télétravail, les modalités, ça a été quand même assez violent. On a vu quelle articulation difficile. Mais maintenant, nous, dans les préconisations du CESE, ce qu'on demande, c'est que dans les négociations de mise en place du télétravail, parce que ça va prendre sa place dans l'organisation globale du travail, il y ait des analyses préalables d'impact genré pour se poser la question, non pas uniquement globalement, mais de le faire de façon genrée. Voilà, il y en a bien d'autres des préconisations, mais je voulais mettre celle-là en avant et peut-être en écho à ce que Violaine et Gilles ont pu avancer. Merci beaucoup, Dominique. Bon, je vais revenir vers vous, docteur Lazimi, pour le médecin. Donc, l'accès à la santé pour tous, c'est quand même un vrai défi. Or, contrairement à ce que l'on pourrait penser, de profondes inégalités perdurent en dépit de nos dispositifs de protection sociale. C'est quelque chose que l'on connaît bien et que, au sein de nos mutuelles, on observe assez régulièrement. Il semblerait même qu'elle se superpose avec des inégalités de genre et elle semble même s'être aggravée. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, docteur Lazimi? Oui, je vais essayer. Je vais essayer. Juste rappeler, effectivement, vous avez raison, la France est un pays où la santé est une richesse sociale. On a la chance d'avoir la sécurité sociale, où il y a un mouvement mutualiste fort. Et pourtant, on reste un des pays européens où les inégalités sociales de santé sont les plus importantes. Et pour résumer, c'est dire que les plus défavorisés sont plus touchés, plus fréquemment, plus tôt et plus durement en matière de santé. Et toutes ces études, on les avait, mais on les avait pas genrées. Donc, il a fallu attendre le Haut Conseil pour qu'on commence à faire un rapport sur l'accès aux soins des femmes en situation de précarité. Et là, on s'aperçoit, en analysant un peu les chiffres, et il faut qu'on les redonne quand même, que 53% des personnes pauvres sont des femmes, que 70% des travailleurs pauvres sont des femmes, que 82% des emplois à temps partiel sont des femmes, que 62% des emplois non qualifiés sont des femmes, que 85% des chefs de famille monoparentales sont des femmes. Et ça, c'est très important de le dire et de le répéter parce que c'était occulté, c'était une partie invisible. Et de dire après que, en termes de maladies professionnelles, d'accidents du travail, eh ben les secteurs qui sont les plus touchés sont ceux de la santé, du nettoyage, du travail temporaire. Et là, on a des accidents du travail qui augmentent de 80% chez les femmes. Et pourtant, ce n'est pas comptabilisé. Les troubles psychosociaux ne sont pas reconnus. Et pourtant, les femmes
prennent plus d'antidépresseurs, plus hypnotiques. Et je vous dis, j'étais à un congrès il n'y a pas longtemps où on note que les femmes prennent 2 fois plus d'hypnotiques. Et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ce sont les femmes qui sont touchées? Et ça, c'était bien avant le Covid. Donc, c'est important de dire qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas vous parler des soins gynécologiques, vous avez bien compris que les plus précaires ont moins accès aux soins gynécologiques, ont moins accès à la santé. Et puis, s'ils sont regroupés dans des territoires défavorisés comme la Seine-Saint-Denis, eh ben, en plus, il y a moins de médecins, il y a moins de centres de santé, et il y a un accès plus difficile. Et si elles ne parlent pas bien la langue française, eh ben c'est encore plus difficile. Et si elles travaillent avec des horaires fractionnés, elles ont non seulement le travail qui est difficile, par exemple, d'aide à la personne, dans les ménages, dans agents d'entretien, caissières, vous me voyez venir là, avec un confinement, et elles ne peuvent pas télétravailler. Donc, soit elles perdent leur emploi, et elles ont un revenu qui est diminué de 20%. Et 20% quand on gagne 1 000 euros, c'est important. 20% quand on en gagne 3 000, c'est pas la même chose. Et manifestement, la légalité n'est pas la même. Et il va peut-être falloir parler d'équité et pas d'égalité. Et donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et quand on a, en plus des freins culturels et symboliques qui existent, bien avant le Covid, de la prise en charge de la santé des femmes, tant en matière cardiovasculaire, par exemple, le retard aux soins, le retour à l'accès en réanimation des femmes atteintes d'infarctus. On pourrait prendre d'autres exemples. On sait que ces éléments-là, conjugués au confinement, conjugués à l'obligation de travailler pour certaines femmes parce qu'elles sont chefs de famille monoparentale et qu'elles n'ont pas le choix. Si elles ne travaillent pas, c'est une situation impossible. Et je ne parle pas d'un grand nombre de femmes qui n'ont pas un travail reconnu, déclaré, de cette économie informelle pour des femmes en situation d'extrême précarité venant de l'étranger qui sont en France. Donc, on a pu voir à quel point cette crise a rempli les queues du secours populaire, des restaurants du cœur. On a pu voir à quel point c'était très difficile. Et là, le aller vers, il était très important. Et c'est vrai qu'on a peut-être gagné en informatique, mais pour une grande partie, la fracture numérique, elle est massive. On peut le voir en matière de soins et on peut le voir en matière de vaccination. On a vu que certains départements étaient les moins vaccinés, et pour cause. Je fais juste, c'est vraiment important pour moi de le rappeler. Et de vous dire aussi que ça engendre quoi? Ça engendre la déprogrammation des interventions et des suivis médicaux. Quand on a réussi à capter cette population et qu'on est brutalement interrompu, c'est un travail qui va être très long à reproduire. Des urgences qui étaient bondées, qui étaient pour elles parfois le seul lieu d'accès à la santé. Ce n'est pas le meilleur, mais c'était un accès. La panique et la peur, le retard aux soins, la capacité de comprendre le système de santé, puis aussi de comprendre l'information. On a vu beaucoup d'experts masculins, et vous avez raison, Dominique, et on a vu beaucoup d'experts médecins dire tout et n'importe quoi. On a vu des experts des sommités mondiales nous dire que cette crise, c'était pas plus grave qu'un accident de trottinette. Non, mais réellement, ces éléments-là ont fait en sorte que les patients ne sont pas venus dans nos cabinets et que 50 à 60% des patientes qui venaient dans des secteurs conventionnés ne venaient plus. On a vu des secteurs de soins spécialisés à l'hôpital qui se sont interrompus. Ça a aggravé la santé de ces patients, le retard aux soins, et puis il y a aussi le manque d'argent qui a fait que la santé n'est plus la première priorité et est reléguée parce qu'il faut d'abord, avant tout, manger. Et je repense à des patientes parce que moi, j'étais très choqué d'avoir un grand nombre de patients HIV, terrorisés à l'idée de rencontrer d'autres malades qui ont suspendu leur traitement. Terroriser un patient diabétique qui va arrêter son traitement insulinodépendant, et ça, c'est impensable. Et on voit bien, encore une fois, que 64% des personnes qui renoncent aux soins sont des femmes. Les hommes aussi ont renoncé, mais beaucoup moins. Et je reviens sur les exemples européens. J'ai beaucoup de revendications à faire envers ce gouvernement. Mais réellement, sur cette crise, en matière d'IVG, ils ont
fait le taf, très clairement, en autorisant les téléconsultations pour l'IVG, en autorisant l'allongement du délai, et ça, c'est une chance incroyable. Et ça n'a rien à voir avec la situation italienne où 70% des médecins prônent la clause de conscience, qu'on aimerait voir disparaître même en France. Donc, on a eu cette chance. Deux, on a permis aussi aux pharmaciens de renouveler les traitements. Ça aussi, c'était une chance. Et on a eu une communication pendant cette période qui a été très forte sur les violences, moins bonne sur la santé, puisqu'on leur a dit surtout n'approchez pas les cabinets, ce qui était une bêtise parce que nous étions sur le front. Et pour revenir sur la présence féminine, les infirmières, les aides-soignantes, c'est 90% des femmes. Elles ont été sur le terrain et ça serait bien qu'elles soient reconnues très clairement dans toutes les instances et aussi au niveau salariat. Les arrêts de traitement et de médicaments, on a pu voir. Juste pour vous rappeler cette phrase de Antonio Guterres qui dit « Le Covid-19 est une crise à visage féminin ». Réellement, on va le voir à travers les études qui vont sortir. Ces femmes chefs de foyer monoparental, ces femmes qui vivent dans des quartiers surpeuplés, dans des logements surpeuplés aussi et insalubres, ont vécu cette crise de façon terrible et il faut absolument, même si on a été fortement aidé par le gouvernement, il faut que ça continue et il faut que ça continue avec équité, vraiment l'égalité, la même chose pour tout le monde. Ce n'est plus pensable aujourd'hui en matière d'inégalité sociale et de santé et il faut mettre le paquet sur ces femmes et sur ces personnes en situation de précarité, car vraiment, je suis inquiet pour l'avenir. Voilà, merci à vous. On ne vous entend pas? Effectivement, j'avais oublié une petite manipulation. Merci docteur. Je reviens vers vous, Violaine Lucas. Moi, je vous ai souvent entendu évoquer la clause de l'européenne la plus favorisée. Alors, très honnêtement, j'ai la certitude que ce n'est pas quelque chose qui est très connu. Et pourtant, quand on y regarde de près, c'est tout à fait important. Est-ce que vous pouvez y revenir un petit peu là pour notre public? Parce qu'il y a là, me semble-t-il, un formidable levier. Alors oui, c'est un formidable levier, il faut juste militer, peut-être toute une vie pour, essayer d'en voir peut-être un point d'aboutissement un jour, mais bon, enfin, pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et donc, en fait, ce projet de la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est Gisèle Halimi qui en a eu l'idée en 1979 lors du premier scrutin au suffrage universel direct du Parlement européen. Et en fait, l'idée, alors elle était avec d'autres femmes, d'autres féministes, et elles se sont dit, en quoi est-ce que ce moment dans l'histoire de la construction européenne pourrait être une chance pour les femmes? Et elles se sont dit, mais finalement, profitons de ce rapprochement entre les différents pays pour se dire qu'est-ce que vous faites de bien dans votre pays concernant les droits des femmes, quelles lois existent et marchent dans votre pays qui seraient applicables aux autres citoyennes européennes. Et elles ont eu cette idée-là, elles ont commencé à y travailler, et puis Choisir la cause des femmes a été occupé par le procès d'Aix sur la criminalisation du viol, et puis après il y a eu les lois sur les parités, il y a eu d'autres choses, et puis c'est en 2004, mais 2005, quand moi j'ai rencontré Gisèle Halimi à ce moment-là, et il y avait eu la question du référendum pour une constitution européenne. Et les gens qui, comme Gisèle Halimi, avaient appelé à voter non, passaient pour d'affreuses souverainistes. Et Gisèle expliquait que non, qu'elle avait eu déjà des idées pour l'Europe, et notamment cette idée d'harmonisation par le haut. Et on a commencé donc à y travailler à partir de 2005 jusqu'à produire un livre, une analyse comparée. Alors c'est une équipe qu'on a constituée de femmes qui faisaient autre chose, avaient d'autres occupations. On était toutes bénévoles, et on a produit ce livre publié aux éditions des femmes qui s'appelle donc La clause de l'européenne la plus favorisée, et qui nous a permis en fait de comparer un peu les lois à l'époque 25 puis 26, 27, etc. pays européens,
dans 5 grands domaines qui nous semblaient, régir en fait l'ensemble de la vie des femmes, à savoir, le droit de choisir de donner la vie, hein, choisir, le nom, ça vient de là et du procès de Bobigny. Donc, contraception, éducation sexuelle, avortement, la question du droit de la famille, la question, du travail, la question de la vie politique et la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on a établi un bouquet législatif, comme Gisèle l'appelait, de 14 lois. Une, par exemple, celle sur les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était l'exemple espagnol, sur le congé parental, la Suède, et cetera. Et donc, on s'est dit, voilà, on va aller faire du lobbying politique en Europe, dans tous les autres pays, et on va dire, voilà, notre principe, c'est harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne et prendre le meilleur de l'Europe pour que toutes les citoyennes européennes et donc tout l'ensemble de la société européenne en profitent. Cette belle idée a été inscrite dans les programmes politiques, je ris mais ce n'est pas drôle, dans les programmes politiques de tous les partis politiques depuis alors 3 scrutins européens, à l'époque le Front de gauche jusqu'au MoDem, donc passant par les écologistes, les socialistes, etc. Et jamais réellement jamais aucun en fait élu européen ne s'est emparé vraiment de cette belle idée très simple qui consiste donc à se dire bah, parlons-nous et voyons ce qui se fait bien chez vous et essayons de le rendre applicable à l'ensemble des Européennes. Alors des tas de questions de droit, de faisabilité juridique nous sont opposées en fait aux féministes par les adversaires des droits des femmes. Et bah, si on essaye encore de convaincre et si on essaye de porter encore l'idée, ce dispositif est loin d'être mis en œuvre. Et il est loin d'être mis en œuvre parce que la grande tendance politique, vous l'avez compris, n'est pas aux avancées pour les droits des femmes dans l'Union européenne. Et dans certains pays, on voit même des reculs significatifs. On l'a vu pour la Pologne sur la question de l'avortement. On a vu les mobilisations en Pologne qui se sont créées, qui ont eu lieu, qui ont mis des millions de femmes et de personnes, hommes et femmes, dans la rue pour manifester et, et éviter que l'avortement soit à ce point interdit et pénalisé. Mais ça n'a pas été nécessairement une grande victoire. Et puis, on voit encore des reculs sur la question des LGBTQI, parce que ça faisait partie aussi de nos revendications. Quand on voit ce qui se passe en Hongrie, avec l'inscription du genre dans la Constitution, avec l'impossibilité finalement d'acter un changement de sexe, ça interroge gravement sur le, euh, la place, en fait, ou la volonté politique européenne de faire en sorte que que nous prenions le meilleur de l'Europe pour les femmes et pour les personnes LGBTQI, on en est quand même assez loin. Alors, il y a là encore des raisons d'espérer. On a une commission femmes au Parlement européen présidée par une Allemande, Madame Régnier, qui est très féministe et très partante, mais on sait bien que les équilibres politiques et que surtout les pays qui sont sur des grands reculs en ce moment avec des gouvernements d'extrême droite extrêmement réactionnaires, euh, rendent très difficile l'application un jour d'un tel principe. Rêver d'un règlement clause de l'européenne la plus favorisée est un délire. Une directive, pourquoi pas, mais on voit comme on pourrait, dans la charte des droits fondamentaux ou enfin, institutionnaliser ou décider de même que quand on entre dans l'Union européenne, il faut avoir aboli la peine de mort. De la même façon, on pourrait décider qu'on ne pourra rentrer dans l'Union européenne qu'à la condition de laisser aux femmes la liberté de choisir de donner la vie. L'inscrire dans une charte et dire que, alors, ça n'est pas inscrit tel quel, mais il faudrait que ça le soit, et que ça soit une obligation pour les pays de laisser la liberté aux femmes de choisir du moment de donner la vie. Et ça s'entend parce que c'est de même que préserver les femmes des violences dont elles sont victimes dans la sphère familiale ou conjugale. On ne peut pas s'impliquer et devenir à part entière une citoyenne quand on ne maîtrise pas le moment de sa grossesse, quand on ne maîtrise pas son intégrité physique et quand personne ne peut vous le garantir. À quoi ça sert de construire une Europe dans laquelle on peut laisser un pays décider qu'il y a des zones de non-droit
pour les personnes LGBTQI? Comment peut-on faire penser une citoyenneté européenne quand des femmes sont contraintes d'avorter clandestinement en Europe? Quand en France même et dans d'autres pays où c'est légal, des femmes sont obligées de quitter leur pays pour aller dans un autre pays avoir un avortement? Quand on sait que, on a fait un webinaire avec Choisir la cause des femmes sur cette question de l'avortement, on avait une chercheuse qui a vu, qui a analysé comment les femmes vont se faire avorter dans des pays à l'étranger. Quand elles quittent la France, il leur faut 1 000 € pour aller payer l'intervention chirurgicale ailleurs, mais aussi 1 000 € pour se déplacer, pour se rendre en Angleterre, au Royaume, aux Pays-Bas ou au Portugal pour avorter. Le coût que cela représente, toutes les femmes ne peuvent pas se le payer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en France, il y a des femmes qui avortent clandestinement. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux l'idée d'une construction européenne où on apporterait le meilleur, où on construirait un idéal d'égalité, de paix, d'harmonie, etc., qui était celle des pères fondateurs? On a beaucoup de mal à y croire. Les femmes sont les grandes oubliées et les personnes LGBTQI, et à plus forte raison, toutes les personnes qui souffrent d'autres discriminations sont les grandes oubliées des politiques européennes. Alors je dis ça, mais en même temps, je dois parler de cette directive, de cette résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021, parce qu'elle reprend, Dominique Joseph, entièrement finalement tous les axes que vous donnez de votre travail, puisqu'elle dit, magnifique résolution européenne du 21 janvier 2021, notre livre a été publié en 2008 sur la clause de l'européenne la plus favorisée. Elle dit: il faudrait créer un réseau permanent des bonnes pratiques en Europe concernant les droits des femmes. Quelle belle idée! Nous, on propose non seulement de prendre les bonnes pratiques, mais aussi les lois et de dire c'est comme ça. Ça sera appliqué comme ça. Si vous voulez appartenir à l'Union européenne, ça se fera qu'avec des femmes qui pourront choisir de donner la vie, parce qu'on ne devient pas mère au hasard ou père au hasard, et que voilà, c'est quelque chose qui doit se décider. Il dit: il faut se préparer à de nouvelles crises. Ben oui, évidemment. Il faut des études d'impact genré. Ben oui. Il faut un focus de la Commission européenne sur les droits des femmes en matière de santé et de soins. Il faut une approche intersectionnelle. C'est pas une armada de féministes gauchistes qui le disent, hein, c'est une directive, une résolution du Parlement européen. Il faut penser que les discriminations liées au sexe sont cumulées parfois à raison du handicap, à raison de la religion, à raison des origines, du pays d'origine ou de la famille, etc. Il dit aussi, cette résolution, que la question de l'égalité doit être pensée à l'intérieur du processus de prise de décision, et notamment lors des crises. Donc Dominique Joseph, ça rejoint exactement ce que vous dites sur le fait qu'on a entendu, on a vu des images de ce président de la République. Alors je ne voudrais pas faire un peu de politique, mais quand même, président de la République qui ouvre son mandat sur l'hymne européen et sur la grande cause du quinquennat qui sera la défense des droits des femmes, et qui, dans le même temps, nous donne à voir des images d'une task force, là pour le coup, d'hommes autour de lui en train de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont régler la question de la crise sanitaire. Les experts ne sont que des experts masculins. Et là même, au sortir de la crise, ou entre guillemets dans le début de sortie qu'on entrevoit, Monsieur le Président de la République organise un grand concours avec des youtubeurs pour savoir qui va faire, est-ce qu'ils vont faire 1 million de vues, ces deux garçons, pour expliquer les gestes barrières, etc. Oui, et ils gagnent. Et ils gagnent quoi? Le droit de venir à l'Élysée faire une web émission sur les réseaux sociaux. Web émission pendant laquelle, donc, avec les deux youtubeurs, le président de la République blague, ils appellent des grands footballeurs, ils font des pronostics footballistiques, ils parlent de transfert de joueurs, etc. La seule femme qu'on voit arriver dans ce moment, dans cette grande émission, c'est une femme qui vient remaquiller une des personnes présentes. Et ces images-là, moi, j'ai l'impression de revoir, excusez-moi, Téléfoutin, quoi, en fait, quand j'étais il y a 40 ans. C'est-à-dire ces émissions dans lesquelles on voyait que des hommes parlaient de sport d'hommes, avec des équipes constituées d'hommes. Alors aujourd'hui, il y a des petits progrès sur ça, mais concrètement, d'un point de vue symbolique, c'est effarant. Et dernier effarement, alors là, moi-même enseignante,
je vois comment les choses se passent aussi à l'éducation nationale et avec tout le respect, n'est-ce pas, dû à l'institution. Malgré tout, j'ai bien noté qu'on avait fait une grande communication autour de la tenue républicaine, c'est-à-dire que nous devons veiller à ce que les jeunes femmes que nous avons en classe ne montrent pas leur nombril. Qu'on voit les slips des garçons depuis déjà pas mal d'années parce que la mode est au pantalon qui tombe ne pose de problème à personne, hein, mais le nombril de la jeune femme, ça pose problème. Et jamais on a de communication sur ce que c'est que, par exemple, le consentement dans une relation sexuelle. Jamais on a une grande campagne pour expliquer ce que c'est qu'une agression sexuelle et pourquoi il ne faut pas agresser sexuellement une femme. J'aimerais qu'on ait un jour une grande campagne sur cette question-là, qui ait le même écho, qui puisse emporter le même écho que quand on a une campagne sur le nombril ou une campagne sur nos élèves voilés. C'est-à-dire qu'entre les deux, c'est toujours la jeune femme. Et en période de crise sanitaire, on a pensé à dire quoi aux jeunes femmes? C'est ne cacher ce nombril que je ne saurais voir. Moi, j'aimerais qu'en tant qu'enseignante, on me dise comment vous faites en période de crise sanitaire pour que vos élèves restent passionnés par ce que vous leur racontez en termes de littérature, parce que j'enseigne ça, mais dans les autres disciplines. Pourquoi on me parle du nombril de ces jeunes filles? Il y a des tas de gens autour de moi qui me disent, mais oui, mais c'est une vraie question. Non, ce n'est pas une vraie question. La vraie question, c'est pourquoi il y a des agressions sexuelles, pourquoi il y a des agresseurs sexuels, quand est-ce que les élèves reçoivent leurs 3 heures annuelles de formation à l'éducation sexuelle dans l'année. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une action en justice en lien avec les parents d'élèves pour dire mon enfant, cette année, n'a pas reçu ces 3 heures d'éducation sexuelle ou d'éducation au respect de l'autre et qu'on me parle de ce que c'est qu'une agression sexuelle. Bref, je serai intarissable, je crois qu'il faut que je me taise, mais vous avez compris que la colère est immense. Oui, effectivement, on sent bien, Violaine, que vous êtes complètement passionnée, que vous êtes emportée par votre sujet et effectivement, on sent bien que vous pourriez être intarissable. Bon, il n'empêche que je crois que votre message est quand même bien passé ce soir. Et donc, je vous en remercie comme je remercie Dominique, comme je remercie le docteur Lazimi. Je crois que vos constats, vos analyses, vos propositions se rejoignent, se complètent. Tout cela vient corroborer les nombreux rapports, les nombreux témoignages, toutes les notes de conjoncture qui ont été produites et il y en a eu. C'est vrai que des solutions existent. Il convient de reposer inlassablement l'ouvrage sur le métier, vous l'avez dit. On mesure bien que ces acquis sont fragiles. Une crise comme celle que nous avons vécue, que nous vivons encore, et très rapidement, des années d'avancées laborieuses s'effacent et en fait, ce que j'ai envie d'appeler nos archaïsmes anthropologiques qui sont bien vivaces ressurgissent à la première faiblesse. Et ça, j'ai l'impression que c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment. Je voudrais rappeler avec conviction également que l'objet de ce temps que nous partageons en ce moment n'a d'autre vocation que de sensibiliser vraiment, sensibiliser au plus large tous les acteurs de nos sociétés, même si en lui-même notre webinaire ne constitue qu'une goutte dans la Garonne ou dans la Loire. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y contribue. Cependant, c'est vrai que notre civilisation mérite mieux. Notre civilisation doit faire des progrès dans ce domaine de lutte contre les inégalités en général, les inégalités de genre en particulier. Et peut-être bien qu'en cette période où la perspective d'élections majeures se profile, eh bien peut-être que cette période peut nous permettre de nourrir de vrais débats. Il est essentiel, c'est vrai que dans cette perspective, de mutualiser nos actions, celles-ci comme tant d'autres, pour amener à une vraie prise de conscience au plan politique, au plan médical, au plan sociétal. Vous l'avez dit aussi auprès des jeunes en matière d'éducation, là où beaucoup de choses, où pratiquement tout se joue. Je crois que ça, la liste, elle pourrait être longue également. Sensibiliser, c'est bien, mais c'est vrai qu'au-delà, nous attendons du concret. Et je crois qu'on peut essayer de se dire ensemble à ce moment que nous y serons particulièrement vigilants. Et à ce moment-là, eh bien, je me tourne vers les studios pour recueillir les questions, s'il y en a, de nos spectateurs. Voilà. Alors, 2 questions majeures, effectivement, mais on s'y attendait, vous l'avez évoqué,
Rapidement, Violaine, mais vous l'avez évoqué, l'école vous semble-t-elle devoir jouer un rôle dans les luttes contre les violences et dans l'information des jeunes qui lui sont confiés? Une autre question sur le rôle de l'école. Le rôle de l'école est-il suffisant dans les violences plus globales qu'on pourrait appeler violences intrafamiliales et qui semblent devoir aller au-delà de simples violences faites aux femmes? Cette crise a été révélatrice aussi de violences aux enfants, en plus des femmes. Donc, peut-être, ça serait intéressant de vous entendre rapidement, tous les trois, sur ce sujet. Peut-être, Violaine, vous y étiez, donc peut-être vous pouvez poursuivre. Alors, oui, moi je pense que l'école a un rôle central évidemment à jouer. Hem, mais si je reprends, je pense qu'il y a, comment dire? Je crois qu'effectivement l'école est le lieu, notamment de la formation des citoyens et des citoyennes et donc, hem qu'il est important qu'il y ait des formations sur les questions d'éducation sexuelle, des formations en dehors du temps scolaire ou en dehors du programme qu'un enseignant, moi je suis enseignante de lettres, que nous avons à faire. C'est un lieu et ça me semble assez primordial. Je pense aussi que le cœur de l'école et c'est, en ça qu'elle parvient à favoriser l'égalité, femmes-hommes. Le cœur de l'école, c'est de transmettre des connaissances et puis surtout une capacité de jugement, une capacité d'expression, à l'écrit comme à l'oral, de structuration de la pensée. Je pense que si on prive l'école de ça, qui est le cœur de ce qu'elle doit faire, former des esprits, transmettre une curiosité, un désir d'apprendre, un désir de connaître, si on demande à l'école de faire mille autres choses que ça et aux enseignants de veiller à des éléments éducatifs autres, d'abord on perd son objectif central. L'école, c'est le lieu de la formation des esprits par l'acquisition d'une culture, l'ouverture et le désir d'apprendre et la capacité à former un jugement, à l'exprimer, à accueillir la parole de l'autre, à penser l'autre, et à être capable à dialoguer avec l'autre, dans tous les domaines, quelles que soient les disciplines. Donc je transmets du savoir, je transmets de la capacité de jugement et cetera. C'est ça le cœur de l'école et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. C'est ça et c'est ça qui permettra de construire des êtres éclairés, capables de comprendre l'égalité femmes-hommes. Je pense que dans des esprits vides, on ne fait rien tenir. Dans des esprits qui ne connaissent rien et dans des esprits qui ne sont pas structurés, on ne peut rien faire tenir. Ensuite, qu'il faille avoir recours à des temps créatifs, ludiques, etc., autour des thématiques du respect, etc., c'est aussi important, c'est aussi nécessaire, mais il y a d'autres lieux aussi qui peuvent le faire. Et puis, l'école ne doit pas se substituer non plus à la famille. C'est-à-dire, qu'est-ce que dans les familles, les élèves voient, à quoi est-ce qu'ils assistent, etc. Ces questions-là, tous les gens qui interviennent en relation avec le public doivent y être sensibilisés. Ce n'est pas que la question des enseignants. C'est-à-dire que le médecin aussi, il doit être habitué à détecter les cas de violence, comme vous l'avez dit, hein, monsieur Lazimi, le docteur Lazimi, il dit, avant de penser qu'il y avait peut-être des femmes victimes de violences, ben forcément, exercer son métier n'était pas le même tout à fait qu'après avoir pris conscience de ça. Donc, que tous les gens dans les services publics prennent conscience de détecter des phénomènes de violence, par exemple, et du mal-être, etc., pour voir comment ça se passe dans les familles et aider les familles à aller mieux et à éduquer les enfants à l'éducation, je crois que c'est des choses qui sont complémentaires. Mais je pense que, oui, bien sûr, l'école doit former sur ces questions-là, mais à condition qu'elle redevienne vraiment l'école. À Merci. condition qu'on n'ait pas peur du savoir. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet qui est abordé par nombre d'enseignants, cette propension à l'école à aller plus sur l'apprentissage des savoirs que sur l'éducation à proprement parler. Docteur Lazimi, oui, je Oui, crois que le médecin, il a plein de choses oui, à dire là-dessus. oui, Mais bon, vous n'avez que 2 ou 3 non, minutes, non, hein. je vais être très court. Juste sur la maltraitance des enfants, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Effectivement, pendant le confinement, il y a eu moins d'hospitalisation d'enfants, mais plus d'enfants maltraités hospitalisés.
2, le lien entre violence faite aux femmes et violence faite aux enfants, il est indéniable. Il a été prouvé dans des pays où on a mis en place des lois contre les violences éducatives ordinaires. On a vu que si on accompagnait ces lois de mesures de campagne, de lieux, eh ben, là, il y avait moins de violence envers les enfants et moins de violence envers les femmes. Donc ça, c'est très important. Vous avez raison, Violaine. Le premier lieu d'apprentissage des violences, c'est pas l'école, c'est pas la société, c'est pas la rue, c'est la famille. Donc il faut des lois très clairement qui protègent. Et pour qu'il y ait ces lois, il faut qu'il y ait de l'égalité. Il faut rendre visibles les femmes. Il faut qu'elles soient partout dans toutes les instances de décision. Il faut que les hommes puissent garder les enfants, que ce ne soit pas que les femmes qui gardent les enfants. Il faut que l'école à la maison, c'est une des questions, elle est faite plus souvent par les femmes, mais il faut aussi qu'elle soit faite par les hommes. Donc c'est vraiment important. Et sur les fameuses éducations sexuelles à l'école, on avait fait une étude au Conseil, un tiers des établissements seulement le faisaient. Eh bien oui, je crois qu'il faut porter plainte. Et oui, il faut vérifier les politiques publiques. Oui, il faut faire en sorte qu'elles soient réellement appliquées pour qu'on puisse avoir ce rôle essentiel, comme vous l'avez bien décrit, Violaine, et que ça soit en lien avec les lois de la société, car les violences, ce sont des délits et des crimes qui doivent être punis. Alors, il y a une loi sur l'inceste qui a été votée récemment, sur le seuil d'âge. C'est un bon début, il faut que ça continue. Voilà, je vais être bref. Merci, docteur. Et avant de te céder la parole, Dominique, et comme ça, tu pourras tout embarquer, si je puis dire, une remarque qui est tout à fait importante et qui, pour moi, résonne parce qu'elle revient à une situation que j'ai connue. Cette remarque qui nous est envoyée dit les femmes sont parfois leurs pires ennemis. Et parfois, la pression mise sur les jeunes filles, notamment dans les établissements scolaires, par leur père, justement par des femmes, arrive à créer le doute chez les parents et chez des parents qui sont pourtant peut-être parmi les plus convaincus de l'inégalité femmes-hommes. Et j'ai en tête une anecdote qui revient tout à fait à votre passage sur la question du nombril, si vous voulez. Et c'est vrai que ça pose une vraie question. Peut-être vous pourrez réagir après, mais pour le moment, j'aimerais qu'on entende Dominique sur l'ensemble des sujets. Oui, mais je ne peux que m'associer à ce qu'ont dit Gilles Lazimi et Violaine Lucas, mais enfin, j'allais dire, oui, il y a l'école, oui, il y a tout ce que vous avez cité, je partage, mais alors à 100%, mais je crois qu'on peut se poser la question à nous-mêmes, individuellement. Voilà, et moi je la pose, alors bien sûr, aussi, là, aujourd'hui, aux mutualistes que nous sommes, aux militants mutualistes que nous sommes. Et sur la question, est-ce que les femmes sont les pires ennemis des femmes, posons-nous la question en mutualité. Alors, pas sur les aspects de parité, bien sûr, c'est un sujet, et on est loin d'être à la parité, et pour moi, c'est quand même... c'est pas normal en mutualité. Puis c'est tout aussi ce que nous pouvons faire passer en termes de pédagogie, je vais l'appeler informelle, de pédagogie de la société civile. Les mutuelles, les mutualistes, tant que nous n'oserons pas faire des articles dans nos revues, organiser sur cette thématique-là, ces thématiques-là, des rencontres avec nos adhérents et nos adhérentes, eh bien, on restera à se poser la question de que peuvent faire les autres. Et moi, je dis aujourd'hui, ce soir, mais que peut faire la mutualité, que peuvent faire chaque militant mutualiste pour casser ces stéréotypes de genre? Parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est Violaine, je crois, qui a parlé de patriarcat. On est encore dans un monde patriarcal. Et comment on fait? Alors, il ne faut pas y aller. Enfin, c'est un combat permanent. Et je pense que les uns et les autres, on a ce devoir, je vais le dire, en tant que militant, à faire passer cette info et que ça ne soit pas réservé qu'à certains milieux. Parce que moi, je te vois trop souvent et j'ai un profond respect pour l'enseignement et tout, mais je trouve que malheureusement, bien sûr, il y a tout ce que vous avez dit, Violaine. Moi, fille d'enseignante, je partage complètement. Et franchement, je me dis qu'il faut aussi, il y a un appui de la société civile, des acteurs de la société civile, quels qu'ils soient. Et quand, par exemple, on veut porter ce type de débat, osons le faire.
osons parler des violences, comme vous le faites. Et en plus, comme dit Gilles, on a des centres de santé, quoi. Donc la formation de nos professionnels de santé, je sais que vous y prenez votre part, c'est quand même assez nouveau. Il faut qu'on insiste. Il faut qu'on insiste. Ce n'est pas l'égalité femmes-hommes et plus d'équité. J'ai bien entendu. Ce n'est pas que du rôle des experts. On peut, les uns et les unes et les autres, individuellement, peser sur la situation et faire passer aussi moi je parle de pédagogie éducative, au moins de l'information. Et de l'ouvrir, et y compris qu'on sache en parler avec les mêmes mots que les autres. C'est-à-dire qu'on se mette à disposition de traduire nos programmes, on pense aux campagnes nationales, mais il faudrait que ça soit traduit dans toutes les langues, pas uniquement en français. C'est un exemple comme tant d'autres, hein, mais voilà, je pense qu'il y a, là, on a encore du chemin à parcourir ensemble. Alors, une petite dernière question, mais là, c'est juste pour le plaisir. À quand l'obligation du congé parental la première année de la vie d'un enfant, comme cela se fait en Suède? Les papas qui ont la chance de pouvoir en bénéficier en sont absolument ravis. Peut-être, allez, une minute à chacun d'entre vous. Violaine. En fait, on a loupé l'occasion de le faire. En fait, c'était possible. C'était la directive européenne qui est arrivée il y a 1 ou 2 ans. Et Emmanuel Macron a vidé complètement cette directive européenne qui était une grande avancée. C'était une grande avancée parce qu'elle permettait d'avoir un congé parental forcément alterné entre les 2 parents, bien calculé sur un tarif qui faisait, sur un pourcentage qui faisait que c'était faisable et qu'on n'allait pas systématiquement, c'est pas systématiquement la femme qui va le prendre parce que justement le calcul était intéressant. Emmanuel Macron a refusé la directive, il l'a vidée entièrement de sa substance et donc on est passé à côté de l'occasion de faire comme le modèle suédois et c'est ce que nous, dans la clause de l'européenne la plus favorisée, nous avions préconisé et en fait Emmanuel Macron a laissé passer l'occasion, même, je veux dire, il l'a sabotée entièrement et nous n'avons pas cette directive. Dominique, sur ce sujet? Je partage, on rate des occasions. Et y compris sur l'allongement du congé parental, enfin sur l'allongement du congé parental, tout le monde a dit bravo. Ben non, il fallait pas dire bravo. Je pense qu'on a vu on a vu le pas en avant qui était fait, mais on n'a pas voulu voir la rive qu'il aurait fallu atteindre. Et des fois, on s'enferme nous-mêmes dans ce type. Alors, sur des raisons qui sont peut-être recevables individuellement, mais franchement, sur cette politique-là, quels que soient les porteurs, hein, je veux aussi le dire, on rate de formidables occasions. Et puis, c'est comme tous les droits. Donner un droit supplémentaire à une partie de la population, ça n'enlève rien aux autres. Il n'y a pas d'obligation de prendre le congé parental, parce que ça a été présenté comme ça. En fait, c'est d'ouvrir les droits. Et moi, je pense que notre société, elle avancera, elle ne progressera en termes d'égalité et d'équité que si on sait dire que quand on donne un droit, comme celui à l'IVG, par exemple, je reviens sur l'IVG, parce que quand même, en Europe, les anti-choix, ils sont très, très nombreux. Quand on voit des centres du planning familial à Nantes qui sont pillés, c'est quand même pas admissible. Voilà, on sent bien qu'on a une pression sur nous. Et donc, je crois qu'on a là un devoir de porter ce type aussi de notion globale de droit en France, de rappeler que de donner des droits, ça n'enlève rien aux autres. C'est des pierres qu'on rajoute à notre République. Mais souvent, sur des sujets comme celui-là, comme sur d'autres, il y en a plein. Voilà, il y en a plein, surtout quand on touche à l'éthique, eh bien, on oppose ceux qui veulent, ceux qui voudraient, en disant, non, il y a le libre choix toujours, on peut choisir, mais ayons la possibilité de choisir. Merci Dominique, et je vais laisser le mot de la fin donc au docteur Lazimi. Alors je le dis, la main sur le cœur, je lui laisse le mot de la fin, mais c'est pas pour cultiver l'inégalité de genre, hein, je vous rassure. Non, c'est pas le mot de la fin, c'était juste pour moduler un petit peu. Je suis entièrement d'accord avec vous sur congé parental partagé, allongé. Si on veut être comme les pays nordiques, c'est 80% d'indemnisation. Bon, ça n'a pas été possible. J'ai fait partie de la commission des 1000 jours et c'est vrai que c'est peut-être pas beaucoup,
mais d'être passé à un congé paternité de 14 à 28 jours, ça a été un long combat et on est content qu'il aboutisse. Ce n'est pas suffisant, j'en suis entièrement d'accord, mais voilà, c'est quand même une petite victoire, pas assez grande, il faut continuer, c'était ce que je voulais dire et c'est une petite victoire pour, faire en sorte que les hommes soient au sein, du foyer dès le début et prennent leur part qu'ils ne prennent toujours pas et si on veut vraiment l'égalité, il faut que ça soit la société qui prenne les mesures pour égalité des salaires, égalité de représentation, égalité des droits réels, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Voilà, merci infiniment. Il est temps de rendre l'antenne, comme on dit à la télé, hein. Bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, bon, nous n'avons pas la prétention de vous avoir convaincu, car pour les personnes qui étaient là, le fait de s'inscrire sur une telle thématique supposait déjà une belle conviction. Nous espérons seulement avoir contribué à renforcer cette conviction, à nous dire que ce combat contre nos archaïsmes, le mot me va bien, doit être de tous les instants, mais que finalement nous ne sommes pas seuls, que ce combat est noble et que d'une certaine manière il est l'honneur de notre civilisation et que sa place au fronton de nos édifices publics entre la liberté et la fraternité. Et on mesure bien que cette place, elle doit être sans arrêt défendue et confortée. Donc moi, je voulais simplement, au nom de la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine, de la Mutualité française Pays de Loire, vous adresser un grand merci. Un grand merci à tous et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Un grand merci à Dominique Joseph, à Violaine Lucas, au docteur Gilles Lazimi. Et puis je voudrais quand même remercier aussi au passage nos équipes, Stéphanie, Florence, Cynthia, grâce à qui, sur le plan technique et sur le plan d'organisation, on va dire, eh bien, ce webinaire s'est passé, je le trouve, dans d'excellentes conditions. Un grand merci à tous, à très bientôt. Et donc, eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, je rends l'antenne.